Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal des Biotech. Au sommaire, nous verrons dans notre point d'actu deux nouvelles biotech qui s'introduisent à la Bourse de Paris, Volantis et Elzalis. Nous ferons également le point sur l'augmentation de capital de Céliade. Et puis dans l'interview, j'aurai le plaisir de recevoir Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Le Journal des Biotech, c'est parti. Et on retrouve tout de suite Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance pour ce point d'actu du Journal des Biotech. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Laurent. Alors l'année 2018 avait commencé un petit peu de façon un petit peu molle sur le front des introductions. Ça s'active beaucoup plus depuis quelques temps et bien sûr le secteur des biotech y participe. On va déjà parler de Volantis qui espère lever entre 32 et 37 millions d'euros pour une opération qui va se terminer le 28 mai. Et j'ai lu dans un article de Biotech Finance paru sur Boursorama que c'était une digital biotech et je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel est donc ce nouvel animal digital biotech? Alors digital biotech autoproclamé, même si c'est un terme qui commence à être un petit peu utilisé aux États-Unis pour désigner ces sociétés qui développent des applications pour smartphone, pour mobile, et destinées à accompagner les patients dans leur traitement. Donc Volantis, en l'occurrence, c'est dans le diabète, c'est là qu'ils sont le plus avancés. Et voilà, ils développent, alors la particularité... Mais je vous arrête, c'est pas plutôt une medtech ça au final? Alors, eux, c'est un éditeur de logiciels à l'origine, ouais. Fondé en 2001 par quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans la Silicon Valley dans les années 90. Et aujourd'hui, bon, ils se positionnent comme un acteur de santé. Alors, c'est pas tout à fait une medtech, c'est pas tout à fait une biotech, mais on est quand même sur des applications donc destinées aux patients, à accompagner le traitement. Volantis a réaliser des essais cliniques pour démontrer que son application, qui permet en fait de déterminer la dose d'insuline que le patient diabétique doit s'administrer en fait. Voilà. Ouais. Ils ont fait des essais cliniques, ils ont démontré que les patients qui utilisaient leur application atteignaient mieux leur cible de glycémie que les patients qui n'utilisaient pas l'application. Ils ont obtenu une AMM, comme toute bonne biotech, aux États-Unis, en Europe, et ils ont même très récemment obtenu en France un remboursement, c'est-à-dire que la sécurité sociale va rembourser à hauteur de 1 000 € par an, une partie pour le patient, une partie pour le médecin, cette application parce qu'il y a cette démonstration clinique. Donc là, on est quand même bien loin des applications bien-être, des coachs, il y avait même des applications coach pour le diabétique. Là, on est vraiment dans un produit avec des démonstrations cliniques et une approbation réglementaire. Mais alors, on comprend que c'est du sérieux, mais quand je vous écoute, je me dis quand même que ce n'est pas tout à fait le même business model qu'une biotech classique. On se doute que ces essais cliniques, tout sérieux soient-ils, sont quand même moins compliqués quand vous êtes en immuno-oncologie ou sur la NASH. Qu'est-ce que l'investisseur individuel qui serait tenté va devoir suivre? Quel process, quel rendez-vous il va devoir surveiller s'il veut souscrire? Alors, la société, elle lève aujourd'hui des fonds pour investir dans la commercialisation de son produit. Donc, son business model, son modèle économique, elle en a parlé, mais elle a encore rien démontré. Elle gagne de l'argent, cette société? Alors, pour l'instant, elle a signé des accords de licence qui lui ont permis de gagner de l'argent. Elle a signé des accords de licence qui sont tout à fait ressemblants à ce que pourrait signer une biotech. Ils ont signé avec Sanofi et puis avec une co-entreprise entre Sanofi et Google, avec paiement upfront, paiement immédiat, milestone et demain des redevances sur les ventes. Donc ils ont déjà gagné 20 millions d'euros à travers ces milestones. Et au-delà de ces partenariats où en fait leur application va être commercialisée avec le produit, ils veulent vendre en direct. Alors ils veulent vendre en direct à qui? Aux États-Unis, ils veulent vendre aux assureurs privés, aux acteurs privés intermédiaires. Il y a toute une kyrielle d'acteurs privés qui payent en fait pour les traitements des patients. Et ils vont le faire en s'efforçant de démontrer à ces gens-là, ils ont une étude clinique. Ils veulent les convaincre qu'en fait, ils auront peut-être moins à débourser si les patients respectent mieux leur traitement et sont moins malades grâce à leur application. Exactement, avec toutes les économies que ça peut générer sur l'hospitalisation, sur les effets secondaires, sur l'adhérence au traitement. Ils mènent actuellement une étude clinique avec presque 700 patients, une étude médico-économique dont ils auront des résultats en 2019. Toujours sur le diabète ? Toujours dans le diabète, pour leurs deux applications dans le diabète. Et avec ces résultats, ils vont essayer de démontrer le calcul. Voilà. Vous payez 600, 900, 1000 $ par an pour notre application et voilà les résultats que ça a sur la santé des patients. Et ils ont aussi des développements en immuno-oncologie? Alors, c'est aussi la deuxième corde en oncologie, pardon. En cancérologie. Oui. Pour l'instant, ils sont en phase de développement, donc pour des applications destinées cette fois non pas à ajuster les traitements, parce que ça c'est dans la main du médecin, mais à gérer les effets secondaires liés aux chimiothérapies, aux biothérapies, désengorger les hôpitaux, faciliter un peu la gestion par le patient de ces effets secondaires. Donc là, c'est en cours de développement, mais ils ont déjà un partenariat avec Roche pour un produit Roche qui est en cours de développement, qui serait développé
en combinaison avec cette application. Un autre partenariat avec AstraZeneca, donc autrement dit, les deux champions européens de l'oncologie ont signé avec Volantis. Ils ont aussi un projet de plateforme propriétaire, multi-cancer. Et voilà, donc un modèle économique assez proche, des partenariats industriels pour dérisquer, pour montrer que ça marche, pour avoir une preuve de concept, et ensuite une commercialisation plutôt en indépendant, auprès des payeurs. Bon, on en sait donc désormais un petit peu plus sur cette digital biotech. C'était pas la seule à frapper aux portes de la bourse. Il y a Elsalis aussi qui est en train de s'introduire en même temps. Ils espèrent eux lever entre 15 et 20 millions d'euros. Et ils ne nous sont pas tout à fait inconnus puisque c'est une spin-off d'une autre biotech qu'on connaît bien qui est Transgène, je crois. Exactement. Elsalis, c'est une société qui a été créée il y a 5 ans pour exploiter l'expertise de Transgène dans les anticorps monoclonaux, voilà, à l'heure où Transgène partait plutôt dans la direction des vaccins thérapeutiques. C'est une société d'immuno-oncologie qui a un portefeuille de produits assez prometteur dans ce domaine, mais encore en phase préclinique, difficilement valorisable. Et c'est ce qui fait la complexité de ce dossier, c'est qu'ils ne vont pas en bourse pour ce portefeuille, ils vont surtout en bourse. Un petit peu tôt, Voilà, ils vont surtout en bourse pour un produit qu'ils ont récupéré en décembre dernier, qui s'appelle le Cotac, qui est destiné au rejet de greffe dans les greffes de moelle osseuse, et qui est un vieux produit qui a été un petit peu abandonné par l'industrie. Il y a eu beaucoup d'essais cliniques, il y a eu plus de 2000 patients qui ont été traités dans le cadre ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation en France. Il y a beaucoup de données cliniques, c'est un produit qui est bien connu des cliniciens, mais qui n'est toujours pas approuvé. Donc il n'y a pas vraiment eu d'autorisation de mise sur le marché. Il n'y a jamais eu d'AMM pour ce produit. Eux ont senti le potentiel, l'opportunité quand le laboratoire américain Jazz Pharma voulait s'en séparer. Et là, ils lèvent des fonds vraiment pour prendre ce produit, aller voir les autorités réglementaires, leur démontrer qu'avec toutes les données qu'ils ont collectées, sans refaire d'essais cliniques, avec toutes les données dont ils disposent, avec le recul de ce produit qui a été lancé en 1988, il y en a assez pour obtenir une AMM, d'abord en France, demain 2020 en Europe, et après-demain peut-être avec un partenaire aux États-Unis. Donc c'est un pari assez compliqué pour un produit qui répond à un besoin médical très important. Il y a près de 4000 décès par an dans la résistance, voilà, dans les conséquences de cette maladie, du rejet de greffe. Et voilà le pari un peu complexe qu'ils prennent. Quand je vous écoute, on valorise sur un seul actif quasiment cette société, sur ce Locotac. Aujourd'hui, on valorise pratiquement sur un seul actif. Il y a un autre actif en ophtalmologie qui représente une fraction de la valorisation. Il n'y a rien, je vous l'ai dit, pour le portefeuille en immuno-oncologie parce que c'est trop tôt. Effectivement, l'essentiel de la valorisation se fait sur ce produit. Alors vous me voyez venir, il y a de la concurrence sur ce produit ? Alors, il y a de la concurrence, effectivement, parce que Novartis a un produit également en développement. Ils ont un peu de retard. Ils publieront des résultats de phase 3 pour leur produit fin 2019. Donc, il y a une fenêtre de tir pour mais elle est étroite. Mais elle est étroite. Il ne faut pas se rater, d'autant que le produit n'a pas de brevet, n'a plus de brevet. Il a une désignation de médicament orphelin. Voilà, donc on est sur quelque chose d'assez touchy. C'est un pari un petit peu. Voilà, c'est un pari assez audacieux. Mais... Voilà, c'est Elsalis, donc deuxième société à s'introduire. Et on termine sur Celiad, biotech belge spécialisée dans les CAR-T, qui elle a levé 40 millions d'euros. Belle opération. Belle opération. Avec une décote quand même. Avec une décote, avec une décote de 20%, sachant que le cours avait plutôt pas mal baissé depuis le début de l'année. Opération menée sur le Nasdaq et puis en Europe. Une vraie bouffée d'oxygène pour Celiad, parce qu'il y avait une autonomie financière qui conduisait la société jusqu'à début 2019, qu'ils ont un programme d'essais cliniques quand même assez dense, qui doit accélérer, et parce que aussi les derniers résultats publiés, sans être mauvais, n'étaient pas non plus flamboyants. Il y avait beaucoup c'était des résultats un petit peu mitigés, mi-raisin, qui n'ont pas permis, si vous voulez, de faire s'envoler le titre. Ça a bien marché sur certains patients et moins bien sur d'autres. Voilà, il y a des effets secondaires, il y a des dosages qui ne sont pas toujours bien ajustés. Donc, c'est pas du tout disqualifiant pour Celiad. On a vu avec Selectis qu'ils avaient aussi connu beaucoup de problèmes dans leurs essais cliniques. Ça ne les a pas empêchés de trouver un partenaire qui a mis beaucoup d'argent. Mais en tout cas, ça n'a pas permis de créer un engouement formidable qui aurait permis de lever beaucoup d'argent tout de suite. Voilà. Donc il y a eu une phase d'inquiétude, une phase un petit peu où la société a un petit peu titubé. Et puis cette opération qui est quand même assez significative leur redonne donc ils peuvent poursuivre, c'est pour les essais, on rappelle, il y a SIAD 001, c'est pour le CAR-T autologue, donc celui qu'on prend du sang du patient et qu'on lui réinjecte. Voilà, la technologie traditionnelle. Voilà, et l'avenir, c'est donc SIAD 101,
Voilà. L'écart allogénique, on est où de SIAD 101 justement? Alors SIAD 100, il doit rentrer en phase clinique cet été. Ça, c'est l'objectif affiché par la société. C'est très important parce qu'aujourd'hui, l'écart allogénique, c'est l'avenir des cartés. Il n'y a que Selectis, je crois, tout le monde le sait, qui en essai clinique pour le moment. Selectis, c'est le seul en clinique. Céliad rêve d'être son poursuivant direct dans ce domaine-là. Donc il y a le lancement de cet essai cet été, sachant que par ailleurs, le carté autologue est développé dans 3, demain 4 ou 5 petits essais cliniques, à chaque fois ciblés, en combinaison, avec des modes d'administration différents. Donc il y a tout ce programme clinique à financer. Donc de quoi rester dans la course, en tout cas pour Céliad. Voilà. Merci Pierre-Louis. Tout de suite, on passe à l'interview dans le journal des biotech. Et je reçois aujourd'hui sur le plateau du journal des biotech Nawal Ouzren, directrice générale de Sensorion. Bonjour Nawal. Bonjour. Alors on le rappelle, Sensorion, c'est une biotech qui est introduite en bourse depuis un peu plus de 3 ans, avril 2015, spécialisée dans les pathologies de l'oreille interne, un domaine pour lequel il n'y a encore aucun médicament qui a été approuvé. C'est l'occasion pour nous de faire le point sur les projets en cours de Sensorion, les candidats médicaments. Il y en a 2, il y a SENS11 et SENS 401. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 2 traitements, leur état d'avancement et les prochains rendez-vous à surveiller? Oui, alors comme vous le disiez, on est une société spécialisée dans le développement des thérapies de l'oreille interne. Notre premier programme, qui est le programme le plus avancé, qui est en phase 2B, et pour lequel on attend les résultats toute fin de cette année, ça s'appelle le SENS11, et il est développé en fait pour la maladie ou l'expression la plus sévère des vertiges. Ça s'appelle la névrite vestibulaire, c'est une maladie rare, ça touche environ 68 000 patients aux États-Unis et en Europe, et c'est une maladie assez sévère qui touche de manière abrupte un de vos vestibules. Et si par exemple c'est moi qui ai la névrite vestibulaire, je serai prise de vertige rotatoire extrême, je ne peux plus en fait me tenir debout, des symptômes de nausées et vomissements. En fait, les gens finissent aux urgences. Et ils arrivent aux urgences, ils sont pris en charge immédiatement parce que les médecins pensent que ces personnes-là sont en train de faire un AVC. Les symptômes sont assez similaires. Donc ils sont pris en charge immédiatement, on vérifie que la personne n'est pas en train de faire un AVC, on vérifie que ce n'est pas une tumeur du cerveau. Et une fois que ces hypothèses-là ont été éliminées, on sait que ce n'est pas central, que c'est périphérique, que c'est l'oreille. Et la pratique médicale, c'est qu'on hospitalise en fait les patients pendant la crise qui dure entre 4 et 7 jours. Donc c'est une maladie qui fonctionne par crise, ça revient après, ça peut revenir? Alors cette maladie spécifiquement, c'est une maladie c'est un épisode, c'est une seule fois, mais il y a d'autres maladies vestibulaires qui, comme le syndrome de Meunière peut-être, ou les migraines vertigineuses qui sont chroniques malheureusement. Bon, et ça c'est aussi des pathologies que vous adressez avec SENS11? Alors pour l'instant, on s'est concentré sur l'expression la plus sévère, on voudrait démontrer qu'il y a une preuve de concept, qu'on arrive vraiment à moduler l'activité vestibulaire, et après on verra. Alors vous en êtes où justement sur ce candidat médicament SENS11? Alors on est en phase 2B, c'est un programme de développement mondial. On a des sites aux États-Unis, en Europe et en Corée du Sud. Le programme avance comme on l'attendait et on attend les résultats toute cette fin de cette année. Bon, fin de cette année. Ça c'est pour SENS11. Pour SENS 401, ça fait encore plus peur. C'est un candidat médicament qui adresse la surdité brusque. Oui. C'est ça, hein? Ah voilà, alors l'oreille interne a vraiment c'est cet organe qui est extrêmement complexe et super délicat. Il y a 2 parties importantes. Le vestibule, c'est la première partie dont on vient parler, et il y a la cochlée qui est responsable de notre audition. Et une des maladies en fait de la cochlée, c'est la surdité brusque aiguë. Donc ça touche environ 200 000 patients aux États-Unis et en Europe. C'est aussi une maladie rare. C'est effrayant comme vous le dites parce que ça intervient de manière abrupte et les gens ne peuvent plus entendre d'une oreille et c'est unilatéral. Et dans 50% des cas, c'est irréversible. Bon, je me réveille un matin et hop, j'ai perdu mon audition d'une oreille. Ouais. Et malheureusement, en fait, ça arrive assez couramment. J'ai rencontré même dans le cadre de rencontres avec investisseurs ou journalistes des gens à qui c'était arrivé. Bon, et là, pour ce candidat médicament, vous en êtes où? Alors, on a un programme qui s'appelle le SENS 401 et qui va démarrer sa phase 2 avant la fin du premier semestre 2018. 18, pardon. Donc incessamment. Voilà, incessamment sous peu. Et ça sera aussi un programme de développement mondial avec des sites aux États-Unis, en Europe et en Asie. Donc un gros newsflow pour ces 2 candidats médicaments. Vous attendez des résultats quand dans cette indication? Les résultats intermédiaires, ça sera juillet 2019. Alors je voulais vous interroger sur une autre indication sur laquelle vous avez fait des travaux précliniques, cette fois avec SENS 401, qui est l'autotoxicité induite par les chimiothérapies dans les traitements anticancéreux. Vous avez reçu l'an passé une désignation médicament orphelin pour cette maladie. Alors là, quels vont être les prochains rendez-vous du développement clinique de
de 401 dans cette indication? Oui, alors comme vous le dites, en fait, on était super intéressés au niveau recherche et développement sur la prévention. Il y a beaucoup de médicaments aujourd'hui qui sont utilisés de façon courante, qui vont générer de l'autotoxicité. Et la cisplatine, qui est souvent utilisée en chimio, est un de ces médicaments. La cisplatine, aujourd'hui, est super efficace pour traiter les cancers solides des enfants. On sauve les enfants, on a un taux de survie 90%. La moitié des gamins va finir sourd à la fin de la chimio. Et quand vous pensez, à cause du produit, parce qu'il y a de l'accumulation de la cisplatine dans les oreilles, l'oreille interne, qui va générer le processus de mort cellulaire. Et quand vous avez entre 0 et 6 ans et que vous ne pouvez plus entendre, ben vous ne pouvez pas apprendre à lire. Vous pouvez, en fait, même la notion d'apprentissage du langage est ralentie. Donc, on pensait que le besoin médical était beaucoup plus important dans cette indication chez les populations pédiatriques. Les autorités réglementaires sont en accord avec notre position. Par contre, ils souhaitent qu'on fasse un peu plus d'efforts au niveau toxicologie avant d'aller chez les enfants. Et en fait, on a testé plusieurs candidats médicaments sur notre plateforme à Montpellier. Et Sens 401 est sorti en fait avec les meilleurs résultats. Donc, on a décidé aussi de développer le Sens 401 pour cette indication. Alors, vous allez commencer quand les essais cliniques? Puis, j'imagine que ça peut être assez rapide puisque c'est quand même un besoin médical urgent. Alors, c'est un besoin médical extrêmement important, comme vous le dites. En fait, je vais peut-être parler d'un effort qu'on est en train de faire avec des associations de patients aux États-Unis. C'est les survivants du cancer qui, en fait, on va être reçus par la FDA pour justement éduquer la FDA sur ce genre de conséquences extrêmement négatives pour les patients. Donc, on pense être en mesure de démarrer la phase 2 en 2019. Pour des résultats qui pourraient arriver relativement vite? Alors, tout dépendra du design de l'étude clinique, du nombre de patients que les autorités souhaiteront voir. Alors, un autre point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est l'accord que vous avez passé l'an dernier avec le groupe australien Cochlear. Oui. Voilà, donc pour des développements, enfin c'est un accord d'option de licence pour des développements d'une combinaison entre leurs implants cochléaires, je vais y arriver, et votre produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et puis où vous en êtes en fait de ce développement, hein, parce qu'il y a des jalons importants qui sont attendus. Alors en décembre 2017, on a signé cet accord préclinique. Donc Cochlear a pris en fait une part au capital. Ils ont aussi payé un upfront de 1,6 million pour ces études précliniques. C'est le leader mondial des implants. C'est le leader mondial des implants cochléaires. Donc on était très contents de les avoir parce qu'ils savent exactement ce qui se passe. Ils comprennent aussi toute la chaîne. Donc ils nous éduquent aussi à ce niveau-là. Donc les études précliniques sont en cours, où, comme vous le disiez, où on utilise le Sens 401 en association avec leurs implants cochléaires sur des modèles précliniques qui maîtrisent extrêmement bien. L'idée, c'est de voir est-ce que la combinaison permet de maintenir l'audition avant et après l'implantation des implants cochléaires. Les résultats de ces études précliniques, ça sera premier trimestre 2019. Donc Cochlear devra les digérer et comme vous le dites, ils ont l'option de négocier la licence exclusive du Sens 401 en combinaison avec les implants cochléaires. Donc le timing pour ça, ça sera premier semestre 2019. C'est quel marché potentiel, pardon, Pierre-Louis? C'était ma question. Voilà. Alors je vais vous donner peut-être un petit peu de référentiel. Aujourd'hui, Cochlear, c'est le leader du marché, donc ils détiennent plus de 50% de parts de marché pour les implants cochléaires. Par contre, quand vous regardez la pénétration en termes d'implants cochléaires, pour les personnes normalement qui devraient être implantées, suivant les guidelines réglementaires, il y a seulement 5% de pénétration. Et une des grosses barrières d'entrée, c'est justement ce risque ou la peur de la perte d'audition avant et après l'implantation. Et lié à l'implantation en fait. Est lié à l'implantation, ou en tout cas un certain nombre d'hypothèses, mais l'implantation notamment. Donc, si nous arrivons à maîtriser, exactement, qu'on arrive à maintenir, ce risque, on pense que ça peut vraiment en fait débloquer la prescription et avoir un plus grand nombre. Oui, exactement. Bon. On va parler un peu maintenant de votre situation financière. Vous affichez une trésorerie de 7,6 millions d'euros à la fin de l'année 2017. Vous venez de boucler une levée de fonds privée de 8 millions. Quelle ligne d'horizon ça vous redonne? Parce qu'on voit qu'il y a effectivement des essais qui vont se poursuivre. Voilà, quel va être un petit peu aussi l'emploi des fonds levés dans les mois qui viennent? Alors, on a levé 8,65 millions d'euros. En gros, vous avez 16 millions dans les caisses on a 16, au moment où on se parle. Et en fait, ça répondait vraiment à un objectif clé de la société, un pilier stratégique. Donc, on a 3 piliers stratégiques. Le premier, c'est l'exécution des essais cliniques. On vient de parler du pipeline. Le deuxième, c'était de s'entourer en fait d'investisseurs institutionnels long terme qui peuvent accompagner en fait la société
sur le long terme. Et on a passé beaucoup de temps à justement chercher ces investisseurs institutionnels. C'est le résultat qu'on a annoncé aujourd'hui avec ce placement privé. Je tiens à souligner, en fait, on a vraiment des investisseurs long terme et de qualité. On a Marine Deckers, par exemple, qui était l'ancien PDG de Bayer, qui a en fait dirigé cette société, qui a dirigé Thermo Fisher. Il l'a mené en fait de 3 milliards à 30 milliards. Il gère son propre fonds. Et aujourd'hui, on est la première et la seule société dans laquelle il investit. Une belle marque de confiance. Ouais, en Europe. Et je peux vous dire, il fait vraiment de la due diligence assez serrée. Et pour nous, c'était une belle marque de confiance d'avoir une célébrité du monde de la pharma comme ça, qui a vraiment regardé de manière sérieuse. Dossier, il a jugé convaincant. Et il a été inspiré par l'histoire, par l'équipe, et donc il s'est engagé. Et il est là pour le long terme. Et Marine Deckers, il y en a d'autres, ils sont assez long terme. Donc pour nous, c'était très important de faire ça, de restructurer l'actionnariat pour accompagner la société sur le long terme. Alors à ce sujet, l'an passé, vous aviez signé un contrat avec Yorkville pour des émissions d'obligations convertibles, un peu sur le modèle d'une equity line. Oui. Il y avait 20 millions, vous en avez tiré 11 millions, ils les ont convertis. C'est un dispositif, les actionnaires le savent, qui a un effet assez dilutif et pas toujours positif sur le cours de bourse. Est-ce que vous allez encore tirer sur cette ligne? Il reste 9 millions d'euros. Est-ce que vous avez encore l'intention de tirer dessus ou au contraire, maintenant vous êtes Alors, c'est une ligne d'Ocapsia et on a vraiment entendu le marché en termes de réaction sur cette ligne d'Ocapsia. Ouais. On avait renégocié l'année dernière la ligne d'Ocapsia où on pouvait tirer les OCA sans les BSA. Et on avait l'option de tirer la deuxième tranche sur les 9 au 19 décembre. On ne l'a pas fait. Ce placement privé, on aurait pu tirer Yorkville, on ne l'a pas fait. Ce n'est pas dans notre stratégie aujourd'hui de tirer Yorkville. Ça ne répond pas au soutien long terme qu'on souhaite avoir. Avec l'entrée des institutionnels long terme, comme ça, je peux vous dire, je sais que les petits porteurs ont été très patients avec nous. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas dans notre perspective de tirer cette ligne de Yorkville. Donc justement, une question rapide sur le cours de bourse, un cours sous pression depuis votre introduction. Justement, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux investisseurs individuels qui vous accompagnent, de garder confiance parce qu'aujourd'hui peut-être que le plus dur est passé et qu'il faut maintenant surveiller les prochains résultats cliniques? Oui, alors moi d'abord, je tiens à remercier en fait les petits porteurs qui nous ont accompagnés depuis le début. Si on a fait cette introduction en bourse, c'est vraiment grâce aux petits porteurs. 63% de notre actionnariat, c'était des investisseurs individuels. Ouais. Donc, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à cette confiance. C'est clair qu'on n'est pas satisfait du niveau de valeur qu'on a généré jusqu'à présent. Il y avait un certain nombre de choses qui ont traduit en fait cette baisse de course. Aujourd'hui, je pense qu'on a assaini la société, on a fait entrer des institutionnels, on a de l'argent pour délivrer les catalyseurs, les points catalyseurs qui, je l'espère, vont vraiment délivrer la valeur qu'on attend. Donc, vous me demandiez l'argent du placement privé, ça nous permet de tenir jusqu'à quand? Donc, on pense qu'on peut tenir encore 1 an. Et dans cette prochaine année, on aura les résultats de la phase 2 du Sens 111. On aura les résultats intermédiaires du Sens 401 et on aura la décision de Cochlear. Bon, donc j'espère un news flow qu'on vous souhaite positif. Voilà, donc ça, c'est ce que je peux vous dire. Il y a un autre point qui est aussi important dans la stratégie de la société, c'est on a de la chance d'être en France en fait pour l'oreille, parce qu'on a des chercheurs de renommée et des instituts de renommée. Je peux vous dire, les Américains les regardent avec beaucoup d'intérêt et maintenant, on a créé des liens avec l'Institut Pasteur, avec l'INSERM, avec les hôpitaux aussi, qui vraiment passent beaucoup de temps avec les patients. Et je pense que ça va nous permettre d'être forts et de continuer à grandir et de designer des essais cliniques qui seront robustes. Allez, une dernière question. On l'a dit, vous travaillez dans un domaine où il n'y a pas encore eu d'AMM, de produits autorisés. Il y a des biotech américaines comme Autonomie, suisse, comme Auris, qui ont connu des fortunes diverses. Quel regard porte l'industrie pharmaceutique sur vos travaux? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous êtes suffisamment mature pour peut-être demain décrocher un accord de licence, ou est-ce qu'il faudra attendre ces résultats cliniques, ces preuves de concept? Alors, l'industrie pharma est très intéressée. Elle regarde vous discutez avec elle, j'imagine. Oui. Et je peux vous dire, quand on va présenter à des congrès, on est constamment en fait invité à présenter les données. Dans la salle, tous les grands noms de la pharma sont présents. Ils assistent. Pourquoi c'est important pour eux? Quand vous regardez en fait les besoins de croissance qu'ils doivent générer pour répondre aux exigences de Wall Street ou autres, ils ont besoin d'aires thérapeutiques qui sont un peu nouvelles et qui peuvent générer ce type de croissance.
Et donc, l'oreille interne, ça peut être un de ces modèles-là. Ils regardent en fait l'oreille interne comme l'ophtalmologie d'il y a 15-20 ans. Alors, c'est vrai que les déconvenus des autres sociétés a rendu peut-être un petit peu frileux les big pharma parce qu'ils ont, voilà, exactement, parce qu'ils n'ont pas nécessairement le recul scientifique. Donc aujourd'hui, ils s'intéressent, ils sont présents, ils écoutent, mais je pense que les résultats de phase 2 sont importants pour eux. Enfin, c'est pas que je pense, je sais que ça va être important. Bon, bah écoutez, on surveillera tout ça. Merci Nawal Ouzraine d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci pour votre temps. Merci Pierre-Louis Germain, rédacteur en chef de Biotech Finance. Ce numéro du journal des biotech est maintenant terminé. Nous aurons le plaisir de vous retrouver en compagnie de Pierre-Louis Germain dans 15 jours. À très bientôt.